Nous sommes en juin 1944. Depuis 14 jours et le jour le plus long du 6 juin, la puissance des Alliés est en train de tout balayer sur son passage en Normandie. Les Allemands essayent de colmater les brèches sur l'ensemble du front, mais les assauts alliés sont soutenus par une logistique matérielle sans faille. Aucune unité alliée ne manque de munitions, de rations, de supports d'artillerie et de protection aérienne. Dans cette guerre de haute intensité, cela fait une très grosse différence car toute la longueur du front est active. Même si le terrain est favorable aux Allemands, bien retranchés dans le bocage, le feu qui s'abat sur leur tête les oblige à reculer inexorablement. Les troupes, tant par la quantité que la qualité, ne peuvent tenir le front, voire contre-attaquer, pour rejeter les Alliés à la mer. Mais un événement climatique exceptionnel va mettre à mal toute la machinerie logistique et mettre un coup d'arrêt brutal aux exploits alliés de vaincre rapidement les Allemands en Normandie. L'avance des Alliés. Du côté américain, les troupes progressent sur 3 fronts. Tout d'abord vers Cherbourg, où les attend un port aux eaux profondes qui viendra à terme remplacer les ports Mulberry. Ensuite vers Saint-Lô, qui donnera accès aux plaines du sud de la Normandie et jusqu'à la Loire. Et pour terminer, au cœur du Cotentin, où l'action d'éclat de la 9e division d'infanterie a permis de couper en deux la presqu'île. Vous trouverez ce récit dans ma vidéo « Montebourg et le Cotentin coupé en deux ». Cette ligne de front permettra de progresser le long de la côte ouest du Cotentin vers les villes de Périers, Coutances et au bout Avranches, et ainsi éviter le bocage profond autour de Saint-Lô. Donc les Américains sont en pleine progression quand la tempête du 19 juin les surprend et suspend les opérations. Chez les Anglais qui luttent pied à pied pour prendre la ville de Caen contre les divisions les plus fortes allemandes, c'est une autre histoire. Les Anglais tiennent le terrain entre la côte, Bayeux et l'est de l'Orne. Cependant, la défense allemande concentre ses moyens autour de Caen et de nombreuses divisions tiennent ses alentours fermement. Cela a pour conséquence que les plages sous contrôle britannique ainsi que l'arrière-pays est encombré d'hommes et de matériel. L'échec de l'opération Perche vers Bréville et de l'autre côté vers Villers-Bocage ont stoppé net toute initiative anglaise. Mes vidéos sur la bataille oubliée de Bréville et le désastre de Villers-Bocage vous donneront tous les détails. À la suite de ces désastres, les Anglais ont perdu l'initiative du mouvement et il faut remplacer les divisions de ces assauts infructueux. La 50e division d'infanterie qui combat depuis le 6 juin a perdu 25% de ses hommes. Montgomery compte sur l'arrivée de la 15e division d'infanterie écossaise pour lancer l'opération Epsom. Or, celle-ci est encore à moitié en Angleterre le 18 juin. Heureusement pour les Anglais, le ciel est sous le contrôle des Alliés et les rares incursions de la Luftwaffe font peu de dégâts aux hommes et aux dépôts. Il faut donc tenir le front au mieux et préparer les opérations Martlet, préambule à Epsom, et surtout Epsom. La résistance des Allemands. Depuis le débarquement et surtout les ratés de la contre-attaque du côté de Caen, les Allemands sont sur la défensive et il est impossible de reprendre l'initiative. Le contrôle des airs par les Alliés est la raison principale de l'empêchement d'une force de concentration efficace des troupes allemandes. Les renforts allemands sont retardés de plusieurs jours. Et quand ils arrivent, les points clés sont déjà entre les mains alliées comme Carentan ou Caumont-sur-Orge. Les avions alliés vont aussi perturber le commandement allemand. Le 12 juin au matin, le général Marx est tué par les jabots alors qu'il patrouille le front autour de Saint-Lô. Son remplacement par le général von Choltitz ne sera effectif que le 17 juin, 5 jours de perdu pour ce rôle clé. Dans le Cotentin, c'est aussi les jabots qui tuent le 17 juin le général Heinz Helmich de la 243e division d'infanterie qui défendait le Cotentin. Ainsi, les troupes allemandes sont laissées à elles-mêmes. Seules les divisions blindées SS du côté de Caen restent efficaces face aux Anglais, mais c'est dû à leur autonomie de commandement et le fanatisme exacerbé des troupes. Néanmoins, le front craque de partout. Les succès américains ont permis de couper en deux le Cotentin et isolent Cherbourg de ses renforts. Le succès du débarquement le 6 juin 1944 est un exploit guerrier incroyable,
Mais cela n'a été possible que grâce aux logisticiens et ingénieurs de Churchill qui vont travailler sur le plan d'un débarquement dès l'année 1941. Ces logisticiens vont devoir résoudre en amont de l'opération Overlord tous les problèmes liés à comment faire débarquer dans un lieu inconnu plus de 150 000 combattants et plus de 20 000 véhicules de toutes sortes le premier jour. Puis, comment faire pour alimenter en rations, munitions, carburant et autres renforts une armée puissante sans qu'elle ne perde son efficacité durant les jours qui suivent. En août 1942, le désastre de l'opération Jubilé, le raid de la 2e division canadienne sur le port de Dieppe, démontre que les structures défensives d'un port favorisent très fortement le défenseur. Il faut donc essayer de passer à côté d'une zone fortement défendue. Le Pas-de-Calais, zone principale de fortification allemande, est écarté au profit de la Normandie. Et cela, dès août 1943 et la conférence de Québec. La Normandie a l'avantage d'avoir de larges plages, ce qui permettra de répartir les troupes débarquées. Cependant, la Normandie a un gros défaut. Elle ne possède que 2 ports majeurs en eau profonde, que sont le Havre et Cherbourg. Le Havre, séparé des plages prévues par la Seine, mais aussi inaccessible par le nord du fait de sa côte bordée de falaises, ne peut être ce port. Cherbourg, quant à elle, à la pointe du Cotentin, reste malgré tout une véritable forteresse. Il n'y a donc aucun port valable pour acheminer le support aux troupes. Qu'à cela ne tienne, dans un premier temps, les transports utiliseront les fortes marées de la zone pour débarquer leur support. Les navires à fond plat s'échoueront à mi-marée, et ils seront ainsi à marée basse disponibles pour être vidés et ensuite pourront repartir à marée haute vers l'Angleterre. C'est une méthode lente mais efficace car les zones d'échouage sont très étendues de Utah à Sword. Mais cela ne permet pas des déchargements 24 heures sur 24, vu que l'on dépend des marées plus ou moins fortes. S'il n'existe pas de port dans la zone de débarquement, alors les ingénieurs anglais vont amener directement le port qui leur manque. 3 ingénieurs anglais sont les maîtres d'œuvre du projet Mulberry. Le premier, l'ingénieur gallois Hugh Joris Hughes, est le père du projet. C'est lui qui, dès 1941, imagine un système de caissons flottants en béton remorqué, puis sablé pour servir de digue artificielle. Le second, l'ingénieur royal britannique Alan Beckett, est le spécialiste en structures maritimes. Il invente la fameuse Beetle plus Wells. Les Beetles, en français coléoptères, sont les flotteurs, et les Wells, en français les baleines, sont les chaussées flottantes. Cette innovation est essentielle pour que les Mulberry fonctionnent par toute marée et tout niveau de houle. C'est le cœur technique des Mulberry. Le troisième, Sir Bruce White, ingénieur de l'amirauté, est le coordinateur de tout le projet. C'est lui qui va valider tous les tests de solutions viables et éliminer toutes celles qui échouent. Il va aussi superviser la production massive de tous les éléments constituant les ports Mulberry A et Mulberry B, comme les modules Phoenix, les Gooseberry, les Wells et les Beatles. Justement, pour la création de ce port artificiel et le bon fonctionnement de tous les éléments, il faut que la mer soit apaisée dans la zone de déchargement. C'est la fonction des digues Phoenix, mais leur mise en place va prendre du temps. C'est pour cette raison qu'une première digue brise-lames va être mise en place dès la fin du jour J avec les éléments codifiés Gooseberry, les groseilles. Ceux-ci sont un ensemble de vieux navires qui ont été préparés pour être coulés autour des plages du débarquement pour servir de première barrière de brise-lames. L'objectif est de réduire la houle et de créer une mer plus calme avant même l'arrivée des caissons Phoenix. On estime que les Gooseberry mis en place ont réduit la houle de 30 à 40% en fonction de leur zone d'échouage. Et surtout, leur mise en place est immédiate. Un Gooseberry est composé en moyenne de 70 vieux bateaux pour une longueur de 800 à 1600 mètres selon la plage. Chaque navire est préparé pour pouvoir couler le plus rapidement possible. Ils sont vidés puis remplis de béton et les charges explosives internes sont mises en place pour accélérer le naufrage. Dans les navires qui seront coulés, les 2 plus gros sont le HMS Centurion et surtout le cuirassé français Courbet. Le Courbet est un vieux cuirassé français de 23 500 tonnes de la Première Guerre mondiale. En 1940, il échappe à la saisie des Anglais et des navires français dans ses ports et rejoint la France libre de De Gaulle. Il remplira plusieurs missions avant d'être sélectionné pour devenir un block ship. Il sera coulé au large de Ouistreham en protection de la plage de Sword. C'est en partie grâce à lui que durant la tempête, la plage de Sword reste opérationnelle pour les débarquements de matériel. Il est maintenant un vestige majeur du débarquement. Une fois les blockships des Gooseberry coulés et mis en place, la seconde barrière anti-houle du port artificiel est composée des éléments Phoenix. Ce sont d'immenses blocs de béton creux prévus pour flotter entre l'Angleterre et la France, puis à être coulés de façon précise pour servir de protection au port artificiel. Un caisson Phoenix fait environ 60 mètres de long, 15 mètres de haut et 18 mètres de large et pèse entre 3000 et 6000 tonnes.
et c'est plus de 200 Phénix qui prennent la mer dès le 6 juin. Le premier Phénix mis en place est coulé au large d'Arromanches le 8 juin 1944 au matin. Pour le secteur américain, c'est le 9 juin que les opérations commencent. Il faut environ entre 4 et 10 heures pour couler, ajuster et fixer définitivement les Phénix. Les Phénix sont si efficaces que les premiers éléments du port artificiel sont mis en place dès le 10 juin par les Américains. Et le Mulberry A sur la plage d'Omaha ouvre le 14 juin. Tandis que les Anglais ne commencent l'assemblage du port que le 11 et il sera ouvert dans la soirée du 16 juin. Le 18 juin, les Alliés atteignent les objectifs de livraison prévus par les logisticiens, soit plus de 20 000 tonnes de matériel, 36 000 hommes et 6 000 véhicules en seulement un jour. Et le 19 juin, la tempête du siècle tombe sur la tête des Alliés. Du 6 au 18 juin, la montée irrésistible de la logistique alliée. Lorsque les Alliés touchent les plages normandes le 6 juin 1944, ils savent que la clé de la victoire ne se trouve pas seulement dans les chars et les soldats, mais dans la capacité de débarquer chaque jour des milliers de tonnes de vivres, de munitions et de véhicules. Dès l'aube du jour J, malgré la houle et le feu ennemi, les premiers chiffres donnent déjà le ton. 11 000 tonnes de matériel posées sur le sol de France en quelques heures. Le 7 juin, la mer reste difficile. Les plages sont encore encombrées de barges, de blessés et d'épaves. Mais la machine logistique américaine et britannique commence à s'installer. On enregistre 8 000 tonnes, une légère baisse, mais tout s'organise. Les officiers de plage imposent les premiers flux, les unités du génie redessinent les accès et les convois s'enchaînent. Dès le 8 juin, la progression est visible. L'effort coordonné des Beach Group pousse les débarquements à 12 000 tonnes. Les équipes se rôdent, les rotations s'accélèrent, les SLT se succèdent sur les bancs de sable. Chaque heure qui passe renforce la conviction que l'opération Neptune tient bon. Les jours suivants confirment cette dynamique implacable. Le 9 juin, ce sont 14 000 tonnes qui atteignent le front, puis 16 000 tonnes le 10 juin. Les premiers grands caissons Phénix apparaissent à l'horizon. Massifs, lents, imposants, ils viennent s'aligner pour former le futur port artificiel. Leur seule présence rassure et bientôt les Mulberry deviendront le véritable poumon d'approvisionnement. Au 11 juin, la cadence s'établit à 17 000 tonnes, puis 18 000 tonnes le 12 juin, preuve que les flux sont désormais maîtrisés. Les unités du génie, les dockers improvisés et les marins alliés travaillent jour et nuit dans une atmosphère d'efficacité et d'enthousiasme. Chaque plage, Omaha, Utah, Gol, Juneau et Sword, se transforme peu à peu en une fourmilière logistique. Du 13 au 15 juin, les Alliés stabilisent un impressionnant rythme de croisière, oscillant autour de 18 500 tonnes par jour. Les Mulberry prennent forme. Leurs lignes de caissons Phénix et les récifs artificiels Gooseberry protègent désormais une partie des mouillages. Les LCT, LCI et Duke entrent et sortent à cadence soutenue. Et du côté américain, l'enthousiasme monte d'un cran lorsque, dès le 14 juin, Mulberry A d'Omaha, encore loin d'être achevé, parvint déjà à accueillir ses premières bâches de ravitaillement. Une prouesse d'autant plus remarquable que la mise en service initiale n'était prévue que pour le 20-21 juin. Les Américains ont donc gagné près d'une semaine d'avance. Voir les premiers tonnages passer par le port artificiel encore en construction donne un sentiment de victoire technique. Les États-Unis viennent littéralement de forcer la mer à coopérer. Dans les rapports du jour, le ton domine. Avec un Mulberry A déjà opérationnel le 14 juin, la tête de pont américaine semble promise à une expansion irrésistible. Puis arrive l'accélération finale. Le 16 juin, on franchit symboliquement la barre des 19 000 tonnes, suivie de 19 500 tonnes le 17 juin. Tout indique que la machine alliée est en train d'atteindre son plein potentiel. Les liaisons navales sont fluides, les plages sont presque entièrement dégagées, et les ouvrages du Mulberry B à Arromanches s'apprêtent à devenir opérationnels. Le 18 juin 1944, au soir, les états-majors alliés peuvent être fiers. Ils ont réussi l'impossible. En seulement 12 jours, les flux logistiques atteignent 20 000 tonnes par jour, le seuil symbolique imaginé par les plans initiaux. 20 000 tonnes déversées quotidiennement sur les plages de Normandie, c'est l'équivalent d'une armée entière alimentée, équipée, renforcée sans interruption. Le pari logistique du débarquement est gagné. Les Alliés tiennent solidement la tête de pont et disposent désormais d'un outil capable de soutenir des opérations offensives d'envergure. Et pourtant, à l'aube du 19 juin au large, une masse sombre commence à se lever à l'horizon. Météorologie. Avant de plonger dans le cœur de la tempête du siècle, il est important de connaître quelques notions de météorologie. Outre la température et l'humidité, la pression atmosphérique est une variable essentielle de la météo. Avant, elle était exprimée en millibars, et beaucoup comme moi parlent encore de millibars pour parler de pression. Mais cette valeur en millibars est maintenant exprimée en hectopascal. C'est l'unité moderne pour mesurer la pression atmosphérique.
La conversion est simple car 1 hectopascal égale 1 millibar. Rien ne change aux ordres de grandeur que l'on connaissait déjà. 1000 hectopascales correspond à un temps variable. Au-dessus, on parle de haute pression, c'est notre beau temps habituel vers 1020-1050 hectopascales. Sous nos latitudes européennes, le mauvais temps est de 990 hectopascales et une tempête de 980 hectopascales. Cependant, les ouragans des Caraïbes et les typhons asiatiques peuvent descendre vers 960 hectopascales. Voilà les ordres de grandeur dont nous allons parler. Du 18 au 19 juin 1944, sud de l'Angleterre. Dans les ports de Portsmouth, Southampton et Westmouth, la mer commence à changer de ton. Depuis l'aube, les météorologues observent des lignes de nuages noirs s'amonceler au large, signe d'une dépression qui n'a rien à faire ici en plein mois de juin. La pression passe rapidement de 1016 hectopascales à 1008, signal clair d'une dépression anormale qui arrive par l'Atlantique. Les premières rafales font claquer les pavillons sur les mâts. On devait embarquer des véhicules, des ravitaillements, remplir les LST d'essence et de munitions. Mais au fil des heures, le vent enfle, grince insolent comme un avertissement. La pression atmosphérique descend à 1004 hectopascales, puis elle passe rapidement la barre des 1000 à 998 hectopascales. Tous les vols à destination de la France sont interrompus. Les officiers de port commencent à froncer les sourcils. On suspend certains chargements, on resserre les amarres, on se dit que ce n'est qu'un coup de vent passager. Au soir du 18, le ciel s'affaisse sur l'Angleterre. Les vagues se mettent à frapper et les jeter avec une violence lugubre. La mer n'est plus une mer, c'est un champ de force qui s'organise, une bête qui s'éveille. Et au large, dans la noirceur totale, des centaines de navires alliés se trouvent déjà en route pour la Normandie, prisonniers de ce qui arrive. Dans la nuit, la pression tombe encore pour arriver à 987 hectopascales au petit matin. Les vents sont de force 7 à 8. Au matin du 19 juin, les conséquences sont immédiates. Tous les départs vers la Normandie sont annulés. Les opérations portuaires sont quasiment à l'arrêt. Et déjà, les LCT dérivent dans les différents ports. La mer frappe désormais les côtes anglaises avec une puissance inhabituelle pour la saison. Du 19 au 22 juin 1944, la Normandie. La tempête qui vient de toucher le sud de l'Angleterre est en train de traverser la Manche vers les côtes françaises. Dans le corridor de l'opération Neptune, c'est le chaos. Les vagues font 5 à 6 mètres accompagnées de vents violents dépassant parfois la force 8. Les messages radio se multiplient, péniches retournées, navires en dérive. La pression tombe sous les 980 hectopascales, confirmant une tempête majeure. Au matin du 19 juin, alors que les vents montent en force, les Alliés comprennent rapidement que toute opération offensive est impossible. Les divisions britanniques et canadiennes autour de Caen devaient préparer plusieurs opérations limitées d'attrition. Mais la météo ferme immédiatement toutes les options. En soirée du 19 juin, la tempête arrive en pleine force sur les plages de Normandie. La pression est maintenant de 972 hectopascales, du jamais vu sous nos latitudes. Les installations sont immédiatement mises en difficulté. Le port artificiel subit de plein fouet la tempête qui arrive. Quelques pontos Wells sont endommagés, les caissons Phoenix vibrent sous les coups de butoir des vagues. Les dépôts sur les plages sont suspendus et les approvisionnements sont presque interrompus. Le matin du 20 juin voit la pression atmosphérique à son minimum, à 970 hectopascales. C'est la tempête du siècle. Et c'est le drame qui arrive sur Mulberry à Omaha. Les pontons qui sont endommagés depuis la veille arrachent maintenant les Beatles et les font couler au fond de la Manche. À la mi-journée, 75% des pontons sont inutilisables. Côté anglais, sur Mulberry Bay, les dégâts sont importants mais la structure reste intacte. Les Phoenix encaissent mieux la houle et protègent le port. Dès le matin du 21 juin, la pression remonte à 980 hectopascales. Le vent tombe enfin, diminuant les dégâts combinés du vent et de la houle. Le constat est clair, Mulberry A est déclaré irrécupérable. Mulberry B est encore opérationnel et les réparations commencent immédiatement. Les plages sont recouvertes d'épaves de barges, d'engins amphibies et de véhicules noyés. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de matériel sont perdues. Sur l'ensemble du front, le réveil est long. Il faut redéfinir les priorités en fonction de la puissance de feu disponible. Les Anglais qui devaient lancer l'opération Epsom les 19 et 20 juin retardent toutes les actions en attendant d'être prêts. Les Américains voient leur puissance de feu être réduite à néant. Alors qu'avant la tempête, les canons d'artillerie tiraient en moyenne 100 obus par jour par canon, le constat est alarmant. Le stock disponible ne permet plus de tirer que 4 obus par jour par canon. Au soir du 22 juin, le général Bradley fait un bilan noir. Dépôt noyé, barge détruite, Mulberry A condamné. Au matin du 23 juin,
il donne l'ordre suivant: Full priority to Cherbourg. L'objectif est de faire tomber Cherbourg avant la fin juin. Conséquence de ces ordres, tous les autres fronts sont stoppés. L'axe Saint-Lô est mis en pause quelques jours. Les opérations autour de 40 ans et l'axe de progression vers Perrier-Coutances sont ralentis. Le matin du 22 juin, la pression atmosphérique revient à la normale à 1000 hectopascales. Et en milieu d'après-midi, le soleil pointe son nez. La tempête est passée, mais les Alliés sont KO debout. Depuis le 7 juin, sur la plage d'Omaha, les Américains travaillent comme s'ils avaient le feu aux trousses. Tout doit aller vite. Trop vite. Chaque heure gagnée peut décider du sort de l'avance alliée. Alors on pose les Beatles comme on peut. On ancre les flotteurs à la hâte. On aligne les Wells avec la précision qu'autorise le chaos d'un littoral encore sous menace. Les ingénieurs le savent, la fixation n'est pas parfaite. Et l'ordre est clair. Mulberry A doit fonctionner immédiatement à n'importe quel prix. Plus à l'est, à Arromanches, c'est une autre histoire. Les Britanniques avancent lentement, presque obstinément, vérifiant chaque pieu, reprenant chaque Beatle mal placé, aubanant les Beatles, renforçant, recalant. Leur chantier ressemble à une cathédrale de patience au milieu de la Manche. Le port mettra 2 jours de plus à entrer en service, mais il se dresse déjà comme une digue née pour affronter les colères de la mer. Puis vient la tempête, le 19 juin, une bête noire la plus violente depuis 40 ans, qui s'abat sans prévenir sur les plages encore en chantier. À Omaha, les Beatles américains qui ne sont pas aubanés se mettent à gémir et à craquer. De plus, ils sont trop espacés par rapport aux recommandations. Cela amplifie les mouvements des Wells qui sont trop libres pour tenir. Et les amarres lâchent les unes après les autres. Certains flotteurs se retournent comme des jouets. D'autres s'échouent, emportant avec eux les tronçons entiers de Wells. En quelques heures, le port américain se colosse-nez dans la précipitation, se tord, se brise et finit par mourir sous les coups de boutoir de la mer. Mulberry A n'est plus qu'un cimetière de métal tordu. Causeway 2, 3 heures contre la mer. Le 20 juin 1944, la tempête frappe Omaha Beach avec une violence inimaginable. Le vent hurle, les vagues montent jusqu'à 3 mètres. La plage n'est plus qu'un chaos de métal et de boue. Au centre de ce carnage se trouve la Causeway 2, une longue passerelle flottante faite de pontons métalliques, le seul chemin permettant aux jeeps, aux camions et aux munitions d'atteindre la terre ferme. Sans elle, le ravitaillement s'arrête, et les divisions américaines qui avancent en Normandie cessent de recevoir carburant, obus et renforts. À 10 heures du matin, un cri. La Causeway se détache. L'eau arrache les sections une par une. Si elle dérive, elle peut percuter les barges d'essence et tout faire exploser. Les hommes du 348e Engineer Combat Battalion et de la 5e Engineer Special Brigade se lancent. Ils avancent dans une mer glacée qui leur monte à la taille. Chaque vague menace de les emporter. Les ingénieurs s'agrippent au métal qui se soulève sous leurs pieds. La structure bouge comme un serpent. Les chaînes claquent, les outils glissent. La tempête noire noie toutes les voies. Une barge arrachée par une vague fonce droit sur eux. 4 hommes disparaissent sous la passerelle. On les croit perdus. Puis, ils réapparaissent, haletants, agrippés au métal, vivants, toujours là. Pendant 3 heures, ils luttent contre la mer. 3 heures où chaque vague peut briser une jambe, noyer un homme ou décrocher la passerelle pour de bon. Mais ils tiennent. Ils s'acharnent, ils recommencent encore et encore. Finalement, la Causeway se stabilise. Les nouvelles ancres tiennent et la passerelle reste en place. Grâce à eux, Omaha Beach pourra rouvrir le 21 juin et pendant tout l'été, la Causeway 2 sera l'un des points clés par lesquels passeront des milliers de tonnes de vivres, de carburant, de véhicules et d'artillerie. Un élément discret mais vital, sans lequel l'avance américaine en Normandie aurait ralenti voire vacillé. Cet exploit ne fut pas oublié. Les unités du génie qui ont tenu Omaha sous la tempête, le 348e Engineer Combat Battalion, la 5e Engineer Special Brigade et les équipes de plage rattachées furent collectivement décorées de la Presidential Unit Citation, la plus haute distinction américaine accordée à une unité pour héroïsme au combat. Le rapport officiel résume leur acte en une seule phrase. Sans leur intervention, la continuité du débarquement aurait été compromise. Mais dans la tempête du 20 juin, ils ont fait ce que personne n'attendait d'eux. Ils ont tenu. Et dans l'ombre des grandes batailles, c'est parfois de simples techniciens qui changent le cours de l'histoire.
La tempête qui frappe la Manche du 19 au 22 juin 1944 entraîne les pertes humaines réparties dans les secteurs américains, britanniques et les forces navales engagées dans la logistique d'Overlord. Les chiffres varient selon les rapports d'unité, mais l'ensemble des sources convergent vers les mêmes ordres de grandeur. Dans le secteur américain, principalement autour du Mulberry à Omaha Beach, la destruction des jetées flottantes, l'échouage de nombreuses barges causent la majorité des pertes directes. Les rapports du 1st Engineer Special Brigade et de la US Navy recensent environ 47 morts et plus de 70 blessés, et environ 20 disparus, essentiellement des personnels travaillant sur les pontons ou des équipages de petites embarcations emportées par la mer. Dans le secteur britannique, autour de Mulberry Bay d'Arromanches, l'impact humain est plus limité. Les Wardiari des Royal Engineers signalent entre 13 et 18 morts et une trentaine de blessés. Les pertes surviennent durant les ruptures locales de caissons, l'effondrement de structures encore en installation et la perte d'embarcations légères. Les pertes en mer constituent le troisième bloc du bilan. Plusieurs navires, remorqueurs, dragueurs de mines, barges de débarquement et petits navires logistiques sombrent dans la baie de Seine ou s'échouent irrémédiablement. Selon les rapports combinés de la Royal Navy et de la US Navy, entre 80 et 100 marins périssent dans ces naufrages. Une partie des équipages est portée disparue après que leurs navires ont rompu l'ancre et dérivé hors de vue. Au total, en additionnant les pertes directes à terre et les pertes navales, le bilan humain de la tempête est estimé de 150 à 180 morts, 100 à 150 blessés et 20 à 40 disparus. Ces chiffres représentent l'ensemble des victimes attribuées à l'événement météorologique, sans inclure les pertes au combat. Le bilan inscrit la tempête du 19 au 22 juin 1944 parmi les événements non combattants les plus coûteux en vie humaine de toute l'opération Overlord. La tempête ralentit fortement les opérations alliées. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment se déroule l'opération Epson qui a été retardée par le mauvais temps. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire sous la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille. La bataille de Normandie continue.